Philippe Guillemant, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps pour la chaîne humaine. Vous êtes ingénieur physicien. Vous avez fait l'école centrale à Paris et puis vous avez écrit des ouvrages sur alors je vais schématiser un petit peu mais donc sur la synchronicité et comment dire, on va allier la physique et puis la spiritualité dans vos ouvrages, ce que je trouve vraiment très passionnant parce que vous êtes l'un des seuls à faire ça au final. C'est un honneur pour moi de converser avec vous aujourd'hui parce que je trouve que vous avez justement un regard sur le temps, sur toutes ces notions qui est vraiment unique pour le coup. Alors je ne sais pas si vous avez raison ou non, mais en tout cas c'est vrai que j'ai appris ce que c'était que les synchronicités suite à vos conférences. Je sais que depuis 2020, vous avez il y a une conférence que j'ai trouvée fascinante, c'est celle où justement vous expliquez qu'en gros le QR code c'est l'identité numérique et que l'identité numérique mène au transhumanisme en fait. Et j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus, donc à l'aune de tout ce qui vient de se passer, maintenant ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on est dans cette crise entre guillemets Covid. Oui. Est-ce que par rapport à il y a 2 ans vous avez changé d'avis? Est-ce que ce qui se passe vérifie un petit peu ce que vous disiez? Et comment vous voyez les choses pour l'année qui vient puis les prochaines années? Je vais vous choquer, moi je suis toujours très optimiste et encore plus optimiste qu'avant, puisque effectivement 2 ans plus tard, moi j'ai écrit ce livre en 2020, à partir d'écrits que j'ai commencé à faire en avril 2020, jusque je l'ai terminé en janvier 2021, donc je l'ai écrit durant l'année 2020 et il n'y avait pas encore de vaccination. On entendait vaguement l'idée qu'on nous imposerait un pass un jour sur un vaccin qui n'existait pas encore, mais c'était pas très crédible. Et en fait, donc ce que j'ai expliqué dans mon livre s'est déroulé un an et demi plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué le succès du livre, parce que j'avais écrit 3 livres avant ça, qui marchaient bien, mais celui-là, il a quintuplé le score. Donc je pense que c'est parce que ce que j'ai annoncé dans le livre s'est effectivement déroulé, parce que les gens recherchaient... on cherche une explication. Pourquoi est-ce qu'on nous impose un pass pour savoir si on est vacciné, alors qu'on sait que le vaccin n'empêche pas la transmission, il limite simplement les formes graves et on nous impose quand même un pass, donc c'était complètement ridicule. Donc les gens avaient besoin d'une autre explication et cette explication je leur avais donnée dans mon livre Le Grand Virage. Alors donc je vais vous résumer ça. Donc moi j'avais senti dès avril 2020 qu'il y avait quelque chose qui déconnait dans le discours. C'était complètement ahurissant de voir que d'ailleurs on était en train de censurer un médicament potentiel et qu'on était tombé dans le dogme vaccinal. Moi je suis matheux comme le disait Vincent Pavant tout à l'heure. Je sais très bien que le dogme vaccinal n'a aucune base sérieuse. Et en plus sur un vaccin qui n'existait pas encore. Et donc c'était extrêmement louche et ça sentait pas bon. Et donc moi j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et je vais pas tout résumer. Donc j'ai très vite compris que toute cette affaire, et d'ailleurs ça a été ensuite avoué publiquement à travers le Great Reset de Klaus Schwab. Klaus Schwab a écrit quelques mois plus tard un livre qui est sorti en septembre 2020, je crois, qui s'appelle La Grande Réinitialisation. 2019, The Great Reset avec Thierry Malray. Où il dit qu'il faut exploiter la fenêtre d'opportunité qui est offerte par le virus pour aller vers une grande réinitialisation monétaire. Donc, et moi j'avais déjà vu que c'était le but. J'avais compris ça dès le mois d'avril.
parce que j'étais au courant de l'effondrement financier en cours, puisque depuis 2008, je savais qu'il y avait un effondrement financier qui avait été masqué par la politique des planches à billets, que cette politique des planches à billets énorme, elle a même été finalement adoptée par l'Europe. L'Allemagne n'en voulait pas, mais ils ont été obligés de l'adopter en 2014-2015. Et que donc le système devait aller vers un effondrement. Et d'ailleurs, cet effondrement a commencé en septembre 2020. Donc j'étais au courant de tout ça et j'avais vite fait le lien entre l'étrangeté de la géopolitique du virus et cet effondrement. Et je suis arrivé très rapidement à une conclusion qui était que le but de la vaccination obligatoire n'était pas évidemment sanitaire, mais c'était de nous imposer l'habitude de porter sur nous un identifiant numérique mobile qui allait ensuite servir de système de paiement. Et effectivement, moi je suis ingénieur en intelligence artificielle, je le rappelle, et donc j'avais d'ailleurs développé l'ancêtre du QR code pour Thales il y a 20 ans. Pas le même genre de code, mais des identifiants numériques, j'en avais développé pour Thales il y a 20 ans, pour une utilisation dans le domaine militaire. C'était des codes circulaires, donc je connais bien toutes les questions et j'ai même passé ma carrière à travailler sur l'identification numérique d'objets complexes. Donc c'est vraiment mon truc, l'identification numérique. Et donc j'étais capable de voir un petit peu par les étapes techniques par lesquelles il fallait passer pour arriver jusqu'à donc l'utilisation de l'identité numérique comme instrument monétaire. Et en fait, si effectivement les gens sont obligés de porter sur eux en permanence un identifiant numérique, c'est quasiment la totalité de la population, ça devient hyper facile d'imposer une nouvelle monnaie mondiale sur cette base en massacrant toutes les autres monnaies possibles. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour imposer quand même une monnaie mondiale basée sur un identifiant qui est relié à un cloud qui permet vos données personnelles et bancaires sont sur Internet, votre identifiant vous détecte et donc ça peut servir de moyen de paiement. Enfin, je ne veux pas trop. Et donc justement par rapport à ça, on a l'impression quand on parle de ça qu'on va vers une société un peu à la Minority Report. Je ne sais pas si vous voyez ce film avec Tom Cruise, dans lequel vraiment on a de la programmation prédictive, de l'IA, etc. Mais attendez, je n'ai pas fini d'expliquer. Ce qui c'est important de comprendre qu'il fallait arriver à pas loin de 100% de la population vaccinée pour arriver à pas loin de 100% de la population qui a l'habitude et qui accepte de porter un identifiant numérique qui va permettre ensuite d'imposer ce système comme moyen de paiement. Parce que si ne serait-ce que 10% de la population était autorisée à aller dans les supermarchés sans passe, sans identifiant numérique, à ce moment-là, le nouveau système monétaire ne peut pas s'imposer parce qu'il est contraignant vu qu'il trace les gens. Donc n'importe quel système monétaire alternatif, ne serait-ce que ceux qui existent déjà, continuerait de devoir être accepté parce qu'il y a trop de gens qui ne portent pas cet identifiant. Donc il fallait absolument, et puis les gens, entre un système qui vous trace et un système qui ne vous trace pas, ils préfèrent le système qui ne vous trace pas. Donc il fallait vraiment que ce soit une très faible minorité qui n'ait pas le pass. D'accord ? Qui reste utile parce que c'est quand même nécessaire. Parce que si tout le monde est vacciné, si tout le monde, il n'y a plus de problème, quoi. Donc ça reste utile. Le fait qu'il y ait une minorité de personnes non vaccinées reste utile. Mais il ne faut pas que ce soit 10%, 20%. Il faut que ce soit 1% des marginaux. Dans ce cas-là, on arrive à imposer une nouvelle monnaie mondiale. Sinon, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a la concurrence des monnaies qui respectent la liberté. Et donc et des monnaies existantes. On connaît la politique actuelle qui vise à supprimer l'argent liquide, mais bon, à la limite, payer avec sa carte bleue, pour l'instant, ça ne nous trace pas. Enfin, pas de la manière. C'est parce que la monnaie mondiale, c'est une monnaie mondiale qui va aussi permettre. La monnaie mondiale basée sur l'identifiant numérique, c'est aussi
permettre de contrôler numériquement si les gens, par exemple, ont le droit d'acheter telle chose. Par exemple, ça va être utile pour le passe carbone, enfin le la calcul, viande, par exemple. Voilà, de la viande, etc. Donc ça fournit une porte d'entrée vers un système où tout le monde est contrôlé dans tous les aspects de sa vie, et donc ça permet de gérer. Voilà, enfin bon, je vais pas épiloguer là-dessus, enfin, je pense qu'on comprend à peu près. Donc moi j'avais compris ça en avril 2020. J'ai pas tout de suite décidé d'en faire un bouquin, j'ai décidé d'en faire un livre à l'été 2020 lorsque j'ai vu qu'on nous imposait les masques en plein été. Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Quand je suis rentré à mon laboratoire en septembre, on était encore en plein été, les collègues avaient les masques dans les bureaux. Là, je me suis dit, non, c'est plus possible. Même l'institution scientifique est en train de se décrédibiliser. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible. Et là, c'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre et d'exposer cette théorie. Et aussi, j'en ai profité pour parler aussi de... Parce qu'en fait, cette crise, elle a une dimension littéralement cosmique. Hein. Enfin, elle a une dimension beaucoup plus importante que ça. On est sur un... Bah, je peux pas tout dire là, parce qu'on a dit qu'on allait faire 10 minutes. Mais disons que voilà, il y a... Moi, je suis aussi un physicien du temps qui raisonne en fonction du fait que le futur est déjà là, qu'il est sans arrêt en train de se reconfigurer et qu'il peut avoir une influence sur le présent, et que donc on peut détecter dans le présent des traces du futur, et donc savoir vers quel futur on va grâce aux traces qu'on peut détecter. Donc j'ai écrit ce livre pour expliquer quelles étaient les traces, et notamment entre autres des coïncidences étranges qu'on pouvait recenser avant le confinement, pour en déduire que finalement l'humanité avait changé complètement de direction et qu'on n'allait plus vers le transhumanisme, et qu'on allait au contraire vers un nouveau futur où on ne se ferait pas avoir par cet ancien futur qui est d'ailleurs prévu depuis 2000 ans dans l'Apocalypse de Saint Jean, sous la forme du 666, nul ne pourra acheter ou vendre sans recevoir la marque de la bête. Le futur existait, le futur de l'année de 2000, ce qu'on vit aujourd'hui, existait déjà à cette époque-là, et il est possible qu'il y ait eu une vision de ce futur, et que ça ait créé cet avertissement dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on risquait effectivement d'y aller, puisque le coup d'État mondial qui est de fait l'instrumentalisation du Covid vise à nous ramener vers ce futur-là, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a 10 à 100 fois moins de morts que prévu, il y a des médicaments qui existent et qui permettent de résoudre le problème, le vaccin ne marche pas, en plus il a des effets secondaires, il y a tout dans cette géopolitique du Covid qui déconne. En plus la guerre en Ukraine, ça en fait partie, mais bon, il n'y a pas eu... Tout est contre-productif, hein, on voit bien avec le problème énergétique actuel. Et tout ça, ce sont des raisons d'être optimiste en fait, parce que ça veut dire que la géopolitique du Covid visant à nous conduire vers une société mondialisée reposant sur le contrôle numérique ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. De toute façon, on voit bien que il n'y a rien de plus clair aujourd'hui que le fait que les dirigeants qui essayent de conduire cette politique sont en train de se décrédibiliser considérablement, et en plus on va inévitablement voir les effets secondaires de la vaccination. Toutes les informations qui passent par exemple dans ce colloque aujourd'hui, mais qui passent depuis longtemps, qui sont diffusées par Réinfo Covid, etc. Maintenant, il y a quoi ? Il y a 10-15% peut-être seulement des gens qui sont au courant de ça, mais ça ne va pas baisser, ça ne peut qu'augmenter. Et donc de plus en plus de gens seront au courant, vont finir par comprendre ce qui se passe, et donc ça ne pourra pas tenir. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas... les États-Unis, enfin pas les États-Unis, mais ceux qui créent la politique, qui créent cette pression de l'OTAN, qui vise à la mondialisation, etc.,
ne sont plus capables de mondialiser la planète parce qu'il y a maintenant 2 blocs et non plus un seul, vu que cette fameuse guerre a mis en évidence finalement un contre-pouvoir important qui est basé sur l'alliance entre la Chine et la Russie. Et donc la mondialisation ne va pas pouvoir se faire. D'accord. Donc à partir du moment où on aura, et d'ailleurs c'est Poutine, hein, enfin bon, je sais que c'est pas mon copain, hein, mais qui disait lui-même, avec assurance, on n'est plus dans une la vision unilatérale imposée par les États-Unis n'est plus possible. Et aujourd'hui, on passe sur un modèle multipolaire. Multipolaire. Alors, je vais pas vous retenir très longtemps parce que je sais que votre temps est précieux. Je vous ai promis que je vous retenais pas plus de 10 minutes. Mais simplement, comment, du coup, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça parce qu'on a besoin d'optimisme, surtout dans cette période. Selon vous, là, du coup, comment ça va s'effondrer ce monde transhumaniste qu'on nous promettait comment concrètement ça va se passer? Quand les gens, parce que pour l'instant c'est pas encore tout à fait massif, quoique on sent que c'est en train de basculer déjà. Quand les gens qui ont, parce que bon, on va dire il y a un tiers de la population irrécupérable, eux ils continueront, ils vont pas évoluer. Il y a un tiers de la population qui a compris, en plus c'est que en Occident hein, que le problème se passe parce qu'ailleurs ils ont compris déjà. Bon, ben, le troisième tiers, ceux-là ils vont être petit à petit, ils vont émerger à la surface, ils vont prendre conscience de ce qui s'est passé, ils vont voir que finalement toute cette géopolitique du Covid a été un échec, qu'il y a des effets secondaires considérables, que tout ça s'était fondé sur de grands mensonges, etc. Ils vont se réveiller. Et c'est à partir de là que il va bien falloir faire l'état des lieux, toutes les conneries qui ont été faites, les institutions qui ont été décrédibilisées, même la science a été décrédibilisée. Et ça va être phénoménal la remise en question. On ne va pas pouvoir oublier ça. C'est l'événement le plus important dans la vie d'une personne. Donc les gens ne vont jamais pouvoir oublier les années 2020 à 2022. On va encore en parler pendant des lustres. Il y en a qui vont rechercher, évidemment. Il y aura des plaintes, il y aura... Enfin bon. Ça risque de prendre des décennies, cette affaire. Les procès qui vont être issus de la géopolitique du Covid risquent de prendre des décennies, mais bon, le fait que ça commence à exister va faire basculer l'évolution de l'Occident dans une toute autre direction, puisqu'on n'aura plus confiance. Le mondialisme est mort. Enfin, ils se sont fait un harakiri. Les mondialistes se sont fait un harakiri. Je veux dire, enfin, j'imagine quand même pas. Enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils vont quand même pas tuer tout. C'est pas possible. Enfin, non, la vérité finit toujours par remonter. Ça va plus lentement que le mensonge. Le mensonge, c'est très rapide. Vous avez vu, le mensonge, ça permet de s'adapter à ce soi-disant état d'urgence. C'est très rapide, donc on finit les gens, parce que les gens pensent qu'un État ne peut pas tromper ses citoyens, ne peut pas, voilà. Mais bon, lorsqu'ils vont réaliser que c'est un coup d'État mondialiste, hein, cette affaire. Et c'est facile à comprendre aujourd'hui, hein, donc les gens vont réfléchir. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Et puis la bonne nouvelle, c'est aussi le fait que les gens, parce que tout ça, ça a une dimension cosmique, ça va être la redécouverte de l'humain, puisqu'on allait vers le transhumanisme. Donc le transhumanisme va petit à petit, les gens vont vouloir retrouver la dimension humaine, parce que ce qu'on leur a fait, c'est complètement inhumain. Et donc moi qui travaille depuis 12 ans à la reconnaissance de l'existence de l'âme à partir d'arguments scientifiques, je vois que j'ai beaucoup plus de succès depuis 2 ans, parce que les gens sont en demande d'entendre ce discours-là. C'est-à-dire que le Covid aura créé une prise de conscience du fait que, attention, nous avons une âme, nous ne sommes pas des machines biologiques. Et mon discours, il est aimé, il est très attendu. J'arrête pas de rencontrer des gens qui me remercient. Et parce que j'ai ce discours, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir ce discours. Donc moi, effectivement, depuis 12 ans, dans mes livres et conférences, j'explique pourquoi nous avons une âme, que j'explique scientifiquement l'existence de l'âme.
Et sur la base d'arguments tout à fait costauds, et j'ai moi-même fait des travaux scientifiques que j'ai publiés dans les revues tout à fait reconnues au sommet, et pour publier les bases de la théorie que je répands dans les médias et qui permet de retrouver l'humain, de comprendre la véritable nature de la réalité déjà, et de comprendre la véritable nature de l'humain. La véritable nature de la réalité, c'est-à-dire que cet espace, ce temps et cette matière n'existent pas en réalité, que ça c'est la conscience. Mais là je ne vais pas parler de ça. C'est-à-dire que moi je suis né dans un paradigme où on ne pouvait pas imaginer que nos états de conscience puissent avoir une action sur la réalité. Et petit à petit, au cours de ma vie, je me suis rendu compte que ça c'était faux. Que effectivement, nos états de conscience peuvent avoir une action considérable sur ce qui arrive, sur la réalité. Et j'explique ça dans mes livres, j'en explique la théorie, j'en développe la pratique, etc. Et c'est ça c'est ça dont il faut prendre conscience. Et on peut faire des expériences, des exercices, etc. pour s'en rendre compte. Et ça commence à diffuser. Et lorsque ça va se généraliser, ça va être génial. Donc moi, je suis très optimiste parce que justement, je le vis. Je vis l'impact de mes idées. Et je vois que ça va faire tache d'huile. Donc je suis extrêmement optimiste. Parce qu'aujourd'hui, mais moi je suis beaucoup plus optimiste qu'avant le Covid, parce qu'avant le Covid, j'avais l'impression que l'évolution de l'humanité, ça allait être franchement trop lent, qu'on allait dans le mur, qu'on allait vers ce fameux transhumanisme, parce qu'on y allait doucement. Alors que là, il y a eu un événement traumatisant qui a l'air d'être extrêmement négatif, mais c'est le contraire. Enfin, c'est négatif, c'est-à-dire qu'il y a une période à traverser qui est négative. C'est ce que j'appelle la descente dans l'abîme. Il faut que les gens acceptent de descendre dans l'abîme, parce que si on n'accepte pas de descendre dans l'abîme, on ne peut pas remonter du côté lumineux. Descendre dans l'abîme, ça veut dire descendre dans la prise de conscience de l'océan de mensonges. Il y en a eu. Et du fait qu'il est vrai que nous sommes dirigés par des psychopathes qui développent une puissance sur d'eux. Mais à la limite, eux ne se considèrent pas comme psychopathes parce que ce sont des matérialistes invétérés. Ils pensent que l'homme est véritablement une machine biologique. Ils pensent qu'il n'y a que le mental qui permet. Ils pensent qu'il n'y a que l'intelligence artificielle. Ils croient que l'intelligence artificielle peut être supérieure humaine. Ils oublient complètement l'intelligence émotionnelle qui en réalité peut être supérieure à l'intelligence artificielle et même à l'intelligence du mental. Ils oublient un tas de choses. Ils n'ont pas la connaissance du réel. Tout est fondé sur un faux paradigme matérialiste. J'arrête pas de dénoncer ça dans le livre. Donc il ne faut pas leur en vouloir. C'est-à-dire que c'est même des gens comme Bill Gates, etc. Comme Harari. Pensent faire le bien. Harari pense faire le bien parce qu'ils sont convaincus que nous n'avons pas de libre arbitre, que nous sommes déjà des machines. Donc comme ils sont convaincus que nous sommes déjà des machines, ça ne les dérange pas de nous instrumenter. Donc il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les haïr, attention, parce que une partie importante de mon discours consiste à dire que la nature du futur que l'on crée va dépendre donc de nos émotions, de nos vibrations. Les émotions, c'est des vibrations de l'espace, c'est lié à l'espace, dans les dimensions supplémentaires. Et que ce qu'on vibre, on finit par le vivre dans le futur. Donc si on se vautre dans la haine, dans le combat contre ces personnes, en tombant dans ce dualisme qui consiste à voir chez eux le mal, c'est pas une bonne chose. D'accord ? Leur faire des procès, ok, mais tranquillement. Et puis surtout penser au futur lumineux. Et non pas. Et donc je disais que ces personnages, il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont simplement. C'est dans une secte, c'est la secte de Klaus Schwab, le Forum économique mondial, c'est une véritable secte et aujourd'hui nous sommes entre guillemets victimes, on n'est pas victime d'une secte mondialiste. C'est une véritable secte. Ils croient véritablement que l'homme est une machine biologique, qu'on doit pouvoir augmenter, que c'est raisonnable de le faire, etc. Et puis ils ont un certain mépris du peuple et ils se croient supérieurement intelligents. Donc il ne faut pas leur en vouloir.
hein. L'élitisme, ça existe. Bon, c'est juste l'inflation de l'ego. Bon, on ne peut pas alors en vouloir, c'est ridicule un ego qui inflate, c'est un ego qui n'en peut plus, c'est juste ridicule, il n'y a pas à haïr ça, c'est un phénomène humain. L'ego, c'est quelque chose d'humain. Donc il ne faut pas leur en vouloir, il faut juste comprendre l'origine de tout ça, c'est parce que ça fait des siècles qu'on s'est planté, que la science nous emmène dans une... Enfin, pas la science, la vraie science nous emmène dans la bonne direction. Mais le paradigme scientifique dans lequel on continue de penser aujourd'hui, c'est les matérialistes. Et c'est ça l'erreur. C'est une erreur qui date de 4 siècles. Et aujourd'hui, tout est en train de s'effondrer. C'est pas seulement le système, on est dans l'effondrement du mental humain. On ne va plus faire confiance au mental seul. On va revaloriser l'émotionnel. On va revaloriser l'humain. C'est ça qui est génial. Donc moi, il faut simplement essayer de voir ce qui va se passer à long terme et comprendre qu'il y a des raisons d'être optimiste si on regarde au loin. Bien entendu, il va falloir traverser l'abîme là, et descendre dans l'océan du mensonge, de la prise de conscience de ça, ne pas tomber dans le piège de la dualité qui consiste à haïr ou à combattre, etc. Bon, enfin, si combattre, mais d'une certaine manière, où on continue de vibrer haut. Enfin voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une synchronicité, mais pour la première fois de la journée, on a un rayon de soleil. Et vraiment, c'est un plaisir immense de vous avoir écouté. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. J'encourage les spectateurs à se procurer le livre Le Grand Virage de l'Humanité et étudier un peu vos travaux parce qu'ils ont vraiment mérite à être étudiés. Et merci infiniment pour votre temps. Et je vous souhaite de continuer à faire ce que vous faites et à continuer à éclairer un petit peu et de votre optimisme tout ce qui se passe actuellement parce qu'on a besoin de ces paroles-là. Merci beaucoup, Monsieur Guillemont. Merci.